Merde. Serge, tu es en muet. Ben, voilà. Oh mince. Ah, ça y est, c'est bon, Serge, c'est bon. Ça veut dire que j'ai parlé sans que vous m'écoutiez. Non, 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 non. Serge, tu as parlé, c'est moi qui ai coupé le micro. Bon. Merci Sophie. Alors, donc maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc je vais maintenant partager évidemment mon écran. Alors, d'abord un petit préambule. Qu'est-ce qui caractérise une équipe de direction? Bon, bah, des choses évidemment classiques, hein, donc garante de la pérennité et de la performance de l'institution, c'est évidemment premier. Porteuse des choix et des orientations de l'institution et porteuse de la culture et de sa transformation. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est l'organe de décision, c'est l'organe d'orientation et c'est l'organe garante, porteuse de la culture. Et évidemment, de la transformation de la culture. On va le voir qu'aujourd'hui, c'est quand même central. Et ce qui va faire que le CODIR, l'équipe de direction, va être une équipe de direction du 21e siècle ou du 3e millénaire, peu importe, eh bien, c'est que l'équipe va être responsable de la vision. C'est-à-dire que, comme toute équipe, elle va être responsable de trois choses. La première, elle va répondre aux questions. Qu'est-ce qui va nous guider dans le futur? Qu'est-ce qui va nous inspirer dans le futur? Ce n'est pas du tout la même question. Hein. C'est évidemment que chaque équipe de direction est responsable de créer les conditions où nous puissions répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qui va nous guider et qu'est-ce qui va nous inspirer? Mais ce qui fait vraiment une des spécificités du 3e millénaire ou du 21e siècle, c'est qu'on va comment dire, intégrer de façon encore plus profonde et de plus identitaire le je, le nous et le nous tous. Dit autrement, ça veut dire que évidemment il y a nous en tant qu'entreprise, par exemple, le je plutôt en tant qu'entreprise, d'accord? Il y a le nous, l'entreprise dans son écosystème, ses clients, ses parties prenantes, son environnement proche, les collectivités, etc., etc. Ça, c'est le nous. Mais surtout, il y a le nous tous. Et le nous tous, ça veut dire quel est mon impact sur le monde? Comment je m'inscris dans le monde? Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, je ne la nommerai pas, mais une entreprise qui construirait sa vision simplement pour elle-même et ses clients ne pourrait pas inspirer un haut niveau de mobilisation. Pourquoi? Parce que ça mettrait les gens en porte-à-faux. Je peux les nommer parce que, au fond, ce n'est pas mes clients, donc je suis discret que sur mes clients. Mais si nous prenons l'exemple de Monsanto, par exemple, j'ai regardé la vision de Monsanto, leur raison d'être, c'est de protéger les plantes. Donc, ils sont sur le je, qui sommes-nous, et le nous pour nos clients, les agriculteurs, les gens de l'agroalimentaire, donc ils sont là pour protéger les plantes. Simplement, ils ont oublié le nous tous. Ils ont oublié que dans le nous tous, c'était protéger aussi les personnes, protéger l'environnement, etc., etc. Vous voyez? Et donc, c'est en ça que les gens de Monsanto vont se sentir écartelés, que l'environnement autour de Monsanto va se sentir écartelé dans une ambiguïté incroyable, ce qui fait que c'est pour moi, en tous les cas, une entreprise du passé, au sens non pas par rapport à ce qu'elle produit, mais par rapport à la façon dont elle fonctionne. Si elle n'intègre pas le nous tous, alors c'est une entreprise du XXe siècle, voire du XIXe. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Alors, on va le voir qu'une équipe de direction ou une entreprise mais là on parle d'équipe de direction, hein, qui est plutôt dans le futur, alors elle va incarner ce qu'on appelle les métavaleurs. Les métavaleurs, c'est la confiance, la responsabilité, l'autonomie, l'équité, l'éthique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce qui est bien pour le client, bien pour l'entreprise, etc. C'est que ça traverse tout. C'est pour ça que je vous donne
un élément, si vous êtes amené à accompagner des équipes de direction, il s'agit de bien les écouter, il s'agit de bien entendre à un niveau profond la communication parce que tout n'est pas du même niveau. Il y a des choses qui vont être de l'ordre de l'opérationnel, des émotions, des actionnaires, etc. Enfin bref, c'est difficile, ça se transforme, il y a les clients, le contexte, le Covid, etc. Et ce que nous aimerions, c'est vraiment retrouver de la confiance, vous voyez. Mais là, vous ne pouvez pas dire, le séminaire que je vais organiser pour vous, l'objectif, c'est la confiance. Vous ne pouvez pas dire cela. Pourquoi nous ne pouvons pas le dire? Parce que c'est une méta-valeur. Et cette méta-valeur, elle veut dire par là qu'elle va toucher le code génétique de l'entreprise. Elle va toucher ce qu'il y a de plus identitaire dans l'entreprise. Et donc, on ne crée pas la confiance, on ne crée pas l'autonomie, on ne crée pas l'équité, l'éthique, etc. dans une entreprise, simplement par une mini-intervention de quelques jours. Ça va durer peut-être des mois, voire des années. C'est ça l'idée des méta-valeurs. Et très clairement, il y a des enjeux qu'on appelle des enjeux d'identité. Quelle est l'organisation que nous voulons mettre en place? Par exemple, est-ce que dans les entreprises qu'on appelle opaques ou libérantes, l'organisation elle-même va changer? Mais de fois changer pas de façon, comment dire, de façon simplement opérationnelle. C'est que simplement l'âme de l'entreprise va changer. Et notamment, ça se joue à deux endroits. Vous savez que les entreprises pyramidales, tayloriennes, etc., se gèrent par la hiérarchie et les procédures. Et les entreprises du futur, les entreprises d'aujourd'hui et du futur, les entreprises résiliaires, les entreprises opales, etc., se gèrent par la vision et la régulation. Donc, comme de toute façon, on ne peut plus contrôler les artisans du savoir, on ne peut plus contrôler la situation, même si je veux la contrôler un peu, la situation, comme dirait Peter Senge, il faut que j'arrête de contrôler les personnes. Oui, mais alors du coup, quels sont les repères? La vision, les enjeux et la régulation. C'est-à-dire que les gens se parlent. Les gens aient la possibilité d'aller se voir sans passer par la hiérarchie. Ça va, ça vous paraît clair? Alors, je vais vous parler maintenant des 4 dimensions d'une équipe de direction. Et pour une part, c'est exactement ce que j'ai fait à Rennes quand j'ai été à Rennes. Vous voyez, ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé? Oui. Oui. Non, oui, merci. Question fermée, Serge. Question fermée. Non, ça ne nous intéresse pas. Merci. Tant mieux, on va pouvoir passer plus vite. Alors, l'idée, ce qui s'est passé à Rennes, évidemment, j'ai discuté avec le dirigeant pendant à peu près 1 heure, on va dire, et je lui ai posé la première question, je lui ai dit, mais comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce qui se passe pour votre équipe? Et il m'a dit, objectivement, pour être franc, c'est pas facile pour moi. Les tensions et les conflits sont énormes et les enjeux sont énormes aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à mon DRH de me trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Et donc, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez décrire? Donc, il a décrit la situation, hein, une situation classique, 2 personnes, il y a des jeux de pouvoir, les gens ne se parlent plus, ne veulent pas travailler ensemble, la pression du court terme est énorme, les actionnaires veulent des résultats, etc., etc. Donc, des choses tout à fait classiques. Et donc, quand je lui ai posé la question, mais au fond, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un comme moi? Il m'a dit bien sûr de l'aide, que vous nous accompagniez, mais que vous nous aidiez à poser les choses. Donc, je dis, écoutez, très bien, on va regarder ça ensemble et puis on verra ça demain. Alors, le lendemain, donc je me retrouve à Rennes.
Donc, l'équipe, c'est une douzaine de personnes. Bon, je sens bien qu'au niveau de l'énergie, c'est pas fantastique, mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce que vraiment ce soit encore plus tendu. Et je m'aperçois qu'au fond, ce que je sens n'est pas si terrible que ça, n'est pas si dramatique que ça. Les gens boivent un café, certains sourient, et on se retrouve dans la salle. Donc j'avais bien sûr demandé à ce que la salle soit en cercle, que ce soit une salle confortable, etc., etc. J'avais été assez exigeant sur la dimension matérielle pour ne pas me retrouver dans une salle aveugle avec des poteaux au milieu, au bord du périphérique de Paris. Donc là, on était à Rennes, donc c'était très bien, c'était très, très chouette. Donc, on refait, il refait à nouveau une présentation en disant, ben voilà, M. Skenazy a accepté de venir nous voir, nous accompagner, et voilà évidemment les enjeux qui se posent à nous. Voyez, et là, il a nommé en quelque sorte les enjeux qui se posaient à nous. Et il a dit, bah voilà, objectivement, on perd 10% du chiffre d'affaires par an, ça ne peut pas continuer comme ça, etc., etc. Et puis, en termes de codir, en termes d'équipe de direction, les gens nous attendent à un endroit et on n'y est pas, les tensions sont énormes, et voilà, et j'ai besoin qu'on se remobilise autour de ces enjeux-là. Voilà, nous avons 2 jours et demi pour cela, et M. Skenazy va, j'espère, nous aider. Là, je me suis présenté de façon assez importante. Je ne voulais pas faire une présentation rapide du genre je suis coach, team builder, et ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Enfin, à l'époque, ça faisait une vingtaine d'années. Mais j'ai témoigné. Mon intervention a duré peut-être 7 à 8 minutes, ce qui est assez long. Hein. J'ai témoigné de 2-3 choses que j'avais faites, disant je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais d'après ce que j'ai compris et perçu, les 3 derniers codires que j'ai accompagnés, voilà ce qu'ils vivaient, et voilà comment on a pu travailler. Est-ce que ça rejoint un peu? Et bon, il y a des choses qui sont rejointes. Alors, du coup, on l'a fait en 5 étapes. Alors, la première étape, d'abord, on a fait de l'inclusion. Bon, ça ne vous surprendra pas, hein, puisqu'on en fait un peu tout le temps. Il y a un client qui me disait, vous, avec les coachs, quoi qu'on vous dise, vous répondez inclusion. Bon, bah, c'est pas faux. Alors, donc là, on avait fait le temps de l'inclusion, mais des questions plutôt sociales, c'est-à-dire qui êtes-vous, quel est votre rôle dans l'entreprise, pourquoi, et surtout pourquoi vous êtes rentré dans l'entreprise, pourquoi, en 2 mots, pourquoi, et pourquoi, dans quel but. D'accord ? Et puis, j'ai poussé un peu le bouchon en disant, mais au fond, qu'est-ce qui pourrait vous en faire partir, et qu'est-ce qui pourrait vous faire rester. Donc, 5 minutes de RIPS, et puis voilà, après 5 à 7 minutes par personne, et je gérais le temps, mais sans trop le contraindre. Et là, ça a duré à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et c'était très chouette parce que ça remettait l'équipe dans le vivant, et chacun pouvait dire le sens pour lui de sa présence, le sens. Puis bien sûr, j'avais posé 1 ou 2 questions, au fond, qu'est-ce que j'attends de ce séminaire, mais c'était annexe. Et donc, au bout d'1 heure et quart, très bien, donc c'était super et tout ça. Et là, on a fait la pause. Donc, j'avais demandé à ce que la pause soit plutôt généreuse, vous voyez, pas un café pas très bon, du jus de chaussettes, et puis comme ça, vite fait. Le DRH et le patron, le dirigeant, avaient vraiment fait les choses bien. Ils avaient négocié le fait que la pause soit généreuse. Généreuse, ça veut dire qu'il y avait des brioches, du saucisson, du vin blanc, du café, du thé. Enfin, c'était un peu l'abondance, mais je voulais vraiment que le parent nourricier les aide, vous voyez. Et puis après, évidemment, on est rentré dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, ça a été les enjeux. D'accord ? Il y a 4 dimensions. Et la question première qui se pose pour toute équipe de direction, tout codir, c'est d'abord d'être centré sur les enjeux et de construire une vision partagée des enjeux. C'est-à-dire, les enjeux, c'est ce qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est ce qui se pose à nous. Ça peut être des événements, ça peut être une exigence du marché, ça peut être un grand changement, ça peut être un nouveau dirigeant, ça peut être des éléments de calendrier, ça peut être des dimensions réglementaires, peu importe. C'est ce qui est en jeu. Et en général, il y a 3 à 4 éléments. Et donc là, ils ont nommé les enjeux. Je les ai fait travailler par 3, y compris le dirigeant dans un sous-groupe, parce que ce que je voulais, c'est qu'ils coopèrent ensemble, pas qu'on travaille tous les 12 comme ça, que c'est quoi les enjeux. Donc, et ils devaient revenir avec 3-4 post-it. D'accord ? Et à la fin, hop,
3-4 post-it. J'avais fait un grand mur de la vision avec du papier craft. Ça faisait 5 mètres. Les enjeux, je les avais mis en haut à droite comme d'habitude. Ils sont arrivés, ils ont dit, bah voilà, l'enjeu, c'est le nouveau métier, c'est la pérennité, évidemment, etc., etc. Et ensuite, pendant 1h30, ils ont débattu ensemble de ces enjeux-là. Et l'objectif, c'était la vision partagée des enjeux. C'était ça. Ça a duré à peu près toute la matinée. Jusqu'à la fin de la matinée, on a parlé des enjeux. Ça a amené de la focale, c'est-à-dire que ça les a focalisés à un endroit qui n'était pas les relations. Vous voyez ? Mais qui les a amenés sur du sens, qui les a amenés sur des perspectives, qui les a amenés sur le futur. Et ça, c'est très intéressant de savoir que quand une équipe dysfonctionne, est en difficulté, évidemment, c'est très important de savoir ce qui se passe, c'est très important qu'une parole se pose, mais c'est surtout très important de savoir ce qu'elle veut faire du futur. Donc, c'était ça l'idée du passé, des enjeux. Ça va, ça vous paraît clair ? Ouais. Pour moi, pour ce qui est facile pour moi, c'est que vous ne coupiez pas tous vos micros et de temps en temps vous me parliez, sinon j'ai l'impression d'être seul devant mon ordi. C'est clair, Serge. C'est Merci. super. Très clair. Serge, merci beaucoup. Bravo. C'est gentil. On est là, on est là. C'est gentil, je vous rappelle que je suis un extraverti. Hein, donc, Tu es de toute façon seul devant ton ordi quand même. Hein. c'est pas faux, mais je vous vois un peu, je vous entends un peu. Alors, donc, voilà, on a travaillé sur les enjeux. Donc, une équipe de direction, si vous accompagnez une équipe de direction, ce qui est très important sont les enjeux. La deuxième dimension, bien sûr, c'est à partir de ces enjeux, quel codir, quelle équipe de direction vous voulez être, vous voulez construire, vous voulez devenir. Donc, vous voyez que je ne parle pas des personnes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je suis un systémicien, je suis un team builder. C'est que pour moi, tout groupe humain, toute équipe est d'abord un système vivant indépendamment des personnes. Et ce n'est surtout pas la somme des personnes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le modèle de l'équipe, et notamment, on va le voir pour les 3 étapes de l'équipe, c'est le modèle d'équipe que vous voulez construire. Est-ce que vous voulez être une collection d'individus? Est-ce que vous voulez être une équipe solidaire? Est-ce que vous voulez être une équipe performante? Est-ce que vous voulez être les 3? Et comment vous la symbolisez, cette équipe? C'est un bateau? C'est une cordée? C'est une maison, etc. Vous voyez, il faut que vous ayez une vision partagée de votre équipe. Donc là, rebelote. Je leur ai fait faire quelques exercices, dont les 5 carrés pour ceux qui connaissent. Je leur ai fait l'apport sur les 3 étapes de l'équipe, etc. Je les ai remis 3 par 3. Et hop, rebelote, ils reviennent avec un dessin. D'accord. Et chacun vient, pose sur le mur le dessin avec le codir pour nous, c'est un bateau, etc. Et on nomme sur des papers, mais ça c'est vraiment de l'animation classique, hein, j'invente rien, tout le monde sait faire ça ici. Il y a un paperboard et on nomme toutes les caractéristiques de cette nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe pour les enjeux du futur. C'est important, c'est ça. Jamais je ne dirai du passé faisons table rase, mais je vais inviter les gens à se projeter dans le futur puisqu'ils ont à construire un futur ensemble. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, on va partir sur la 3e étape. Vous avez les enjeux et vous avez l'équipe que vous voulez construire pour le futur. Très bien. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire. Travailler les règles de fonctionnement, travailler les valeurs, mais ça commence à émerger. Mais maintenant que vous avez cela, 3e étape, quel dirigeant vous voulez par rapport aux enjeux et par rapport au codir? Par rapport à cette nouvelle équipe et par rapport à ces enjeux, quel mode de direction vous voulez, quel style de management, quel type de leadership vous avez besoin. Et Serge, excuse-moi, ça tu l'avais bouclé avec le dirigeant avant ou il a découvert ça en même temps que les autres? Alors, le modèle, je ne l'avais pas bouclé avec lui, mais je lui avais dit, on va travailler sur les enjeux, on va travailler sur votre équipe, on va travailler sur vous, d'accord ? Parce que, encore une fois, on ne se connaît pas, mais pour moi, une entreprise n'ira jamais plus loin que son équipe de direction, qui n'ira pas plus loin que son dirigeant. Donc, forcément, la question que je vais vous poser, c'est quel est votre futur? Et est-ce que vous et votre équipe, vous êtes là où on vous attend? Ça te paraît clair, Eva? Ça me paraît clair. Simplement, je dirais, après, une équipe ne va pas plus loin que son leader, lui-même ne va pas plus loin que ses peurs.
Ah bah, c'est pour Donc, ça, évidemment, c'est pour ça qu'on va ouais. l'accompagner, c'est pour ça qu'on Ok, va le faire exprimer et tu vas voir ce qu'on va faire après. Tu ok. vois? Ouais, ouais. Mais il Super. doit Mais quand même. Oui. tu comprends bien, vous comprenez bien que je ne travaille pas dans l'absolu, mais en relatif. Mhm. D'accord? À aucun moment, je lui dis, mais au fond, quel dirigeant vous voudriez être? D'accord? Hmm. Parce que ce qui m'intéresse, la question que je leur pose tout le temps, c'est est-ce que vous êtes là en tant qu'équipe et est-ce que vous êtes là en tant que dirigeant, là où on vous attend, pas là où vous avez envie d'être. Hmm. Ouais, ok. Tu Ouais. vois la différence? Ça change tout. Oui, bien sûr, bien Parce sûr. que ça les oblige à venir en relatif plutôt que de partir de leur histoire et leur style de management. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été directif, j'ai toujours été un homme Ouais. seul, j'ai toujours été locomotive. Tout ça, c'est très bien, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que maintenant, est-ce que tu seras là où on t'attend? Est-ce que tu seras un dirigeant ressource, un dirigeant porteur de sens? C'est là où tes équipes t'attendent. Tu vois? Là, Ouais, pour l'instant, je ne leur dis pas ça avec ces mots-là, mais je leur dis, je leur dis pas, je leur fais comprendre que leur ego, pour moi, c'est pas premier. c'est ça. Ouais, Je le ok. dis gentiment, je ne les agresse jamais, mais leur ego n'est pas premier. Mm. C'est pas parce que leur père était dirigeant comme ça ou qu'ils ont un modèle de Carlos Ghosn ou machin truc qu'ils doivent faire ça et modéliser là-dessus. C'est pas là où on les attend. Ouais. Et je fais l'hypothèse que ça, c'est facilité par le fait que justement, tu les as fait travailler en amont sur les enjeux. Exactement. Ouais, ok. Et d'ailleurs, tu vois, la question, elle est très claire. Par rapport aux enjeux du futur, quelle équipe de direction vous voulez construire et vous voulez être? Par rapport aux enjeux du futur et par rapport au modèle d'équipe de direction que vous voulez construire, quel dirigeant vous voulez être, vous voulez avoir, vous avez besoin. On est toujours en relatif. C'est OK? Mais donc, Oui. Serge, tu pars du postulat que le dirigeant va pouvoir changer parce que s'il est dans le contrôle, il sera et qu'il ne sait pas du tout être en ressources et porteur de sens, ça veut dire que c'est très difficile pour lui d'évoluer. Enfin, je ne sais pas. Ben non, je n'ai pas cette vision-là Il ne d'abord. va pas forcément être en capacité d'évoluer ici. Et ben, c'est là que le travail commence à la limite, tu vois. Oui, Ce d'accord. qui Le travail compte, de c'est d'avoir coaching. de la conscience, Mm. d'accord, et de la conscience et de la montée en culture. C'est-à-dire ça, c'est vraiment notre Mm. job en tant que Ouais. coach, team Mm. builder. C'est-à-dire que il franchit une étape majeure, Mm. c'est qu'il prend conscience de là où on l'attend. Mm. Donc c'est très précieux. Après, il fera son chemin et sa route. Mais déjà, il a une route, il a une voie qui s'inscrit devant lui. Tu vois? Et dans 90%, ça amène plutôt de l'apaisement. Ça va se faire dans le temps. Peut-être qu'il y a des endroits où il ne pourra pas faire plus. Mais déjà, il va faire un chemin avec son équipe. Parce qu'il n'y a pas que lui qui va se avancer. Il y a son équipe aussi. Ça te paraît clair? Serge, j'ai une question dans le processus sur la partie 3. Oui. Quand tu accompagnes l'équipe en posant la question par rapport aux enjeux du futur et à l'équipe que vous souhaiteriez être, quel style de leadership et dirigeant, quelle est la place que tu donnes aux dirigeants dans le travail? Mais il est tout le temps, il est dans le travail. Donc Il tu n'est le mets pas en ailleurs. trinôme avec… Oui, non, mais tu le mets dans un trinôme avec deux autres… Alors pour comme un l'étape autre trinôme. 3, non, parce que je vais faire la chaise chaude. Ah, d'accord. Tu vois, on va faire la chaise chaude du dirigeant. Et là, il est prévenu. D'accord. D'accord. Donc la chaise chaude, c'est-à-dire qu'on va lui donner du feedback. Donc là, les autres, ils se mettent par 2, par 3, par 4. Et lui, il va faire sa propre chaise chaude. D'accord? Par rapport aux enjeux du futur, voilà les qualités d'être que je vous reconnais, monsieur le dirigeant. Et par rapport aux enjeux du futur, voilà les compétences que je vous reconnais, qu'il a déjà. Et par rapport aux enjeux du futur et l'équipe que nous voulons construire, voilà les qualités d'être et les compétences que vous avez à déployer et à développer. Donc, il n'est pas en porte-à-faux, il n'est pas coincé, puisque de toute façon, ça s'inscrit dans le futur. Donc, il n'est pas dévalorisé devant son équipe, il n'est pas humilié. Ah, vous êtes nuls, et il va falloir changer. Non, il va falloir cheminer ensemble. Pourquoi j'aime bien le terme de team building, qui veut dire construction d'équipe? Parce que ça n'a plus rien à voir avec le terme de team building des années 70, où on faisait 2 jours au vert, une équipe naissait, on la soudait, on faisait des exercices, et elle était construite. Et après, elle partait en voyage. Non, une équipe se construit en continu. Elle se reconfigure en continu. Donc, team building. Donc, il aura besoin de construire son équipe en continu. Excuse-moi, Serge.
comme dans les informations que tu avais, il y avait le fait qu'il y avait des problèmes, il y avait des conflits entre personnes. À quel moment, entre guillemets, tu fais de la régulation? Enfin, est-ce que tu as fait de la régulation et si oui, à quel moment? Pas sur ce séminaire, je vais t'expliquer. Ce qui compte, c'est la chronologie de ce que j'ai fait. Ça te paraît clair? Donc, parce qu'une fois que la chaise chaude était faite du dirigeant, on va passer à l'étape 4, qui est la relation entre les membres. D'accord. Et là, c'est pareil. Par rapport à ce que vous avez vécu, quel type de relation vous voulez construire deux par deux pour être en phase avec votre équipe, pour être en phase avec les enjeux et pour être en phase avec le dirigeant que vous avez évalué, on va dire, que vous avez posé à cet endroit-là. Et là, moi, je fais le carnet de balles, tout simplement. Ils partent deux par deux. Voilà ce qui marche bien entre nous. Entre nous, ce serait merveilleux aussi. Pour mieux coopérer, voilà ce que tu fais bien pour la coopération. Et puis, voilà ce qu'il faudrait améliorer. Voilà ce que je te demande d'améliorer. Voilà ce que je te demande de faire. Et voilà ce que je vais faire, moi, pour t'aider dans la relation, etc. Tu vois, c'est ça, tout ça, le carnet de balles. Et ils se choisissent? C'est pas qu'ils se choisissent, c'est que tout le carnet de balles, tout le monde va le faire avec tout le monde. Ah oui, oui, autant pour moi, c'est vrai. 20 minutes à deux, donc 10 minutes, et après on tourne, ça peut durer 2 heures. Et ça n'est pas grave s'ils n'ont pas fini pendant le séminaire. Ils peuvent le faire, ils peuvent aller déjeuner, dîner ensemble, se voir dans un bureau. Ce qui compte, c'est qu'ils prennent du temps ensemble pour parler de leur relation. Et c'est là que j'ai découvert que l'équipe était certes un peu sclérosée, un peu coincée, un peu tankée, peu importe le mot qu'on utilise, mais c'est parce qu'ils ne se parlaient pas assez, il n'y avait pas de fluidité, ils ne se donnaient pas de signe de reconnaissance. Tu vois, c'est des choses simples, on croit. Nicolas raconte cette histoire, mais elle nous est arrivée à tous les deux, et puis pas plus d'une fois. Chaque fois, plusieurs fois, j'ai eu un dirigeant qui me dit avec mon DAF, ça va pas, je sais pas si je vais le garder, il n'est pas là où je l'attends, je lui ai demandé de faire ça, il ne le fait pas, etc., etc., etc. Il parle, il explique, et il dit à votre avis, je devrais faire quoi? Je le garde, je le vire, je le garde, je le vire. Qu'est-ce que vous me conseillez, monsieur Eskenazi? Alors, je lui ai dit écoutez, d'abord, je vais vous poser 3-4 questions pour clarifier tout ça. Moi, je ne sais pas d'abord si vous gardez ou pas, c'est à vous qu'est la décision. Mais je lui dis, mais quand vous lui en parlez, qu'est-ce qu'il répond? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il dit? Je ne lui parle pas. Je n'en ai pas parlé. Je ne lui en ai pas parlé, tout simplement. Vous voyez, le p.a.-ba de la communication. Donc, nous fantasmons sur les équipes de direction que c'est très dur, très compliqué, ils sont dans les hautes sphères, ce qui est vrai aussi. Mais ils n'ont pas les bases de la com. Donc, ça veut dire que quand nous apportons quelque chose, nous avons une vraie plus-value. Ça va, c'est OK? Oui. Alors, je vous ai fait ce petit schéma, mais vous voyez, c'est-à-dire que le passage du XXe siècle au XXIe siècle, c'est d'abord le passage du monde industriel au monde post-industriel, ce qu'on appelle le monde moderne, c'est-à-dire la logique de planification, de cible, pour aller vers le constructivisme et l'émergence. Ça, je pense que vous êtes au courant maintenant. Et au terme de management, on passe de l'ordre et l'obéissance à la liberté et la co-responsabilité. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure. La hiérarchie et les procédures d'un côté, la vision et la régulation de l'autre. Et ça, je peux vous dire que la plupart des organisations vivent cela. Je suis en contact avec un hôpital, avec une mairie, etc. Vous voyez, je me suis amusé tout à l'heure à prendre des exemples d'équipes que j'ai accompagnées. Et puis, je me suis dit, je vais aussi prendre des exemples plus connus, mais de gens que je n'accompagne pas. Par exemple, la mairie de Lyon. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, la mairie de Lyon, à la grande surprise, est passée écologiste. Je veux dire, même moi, je n'y croyais pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce n'était pas prévu. L'incertitude, vous voyez, c'est vraiment… Et donc, évidemment, nous sommes tous en train de regarder. Moi, je n'habite pas Lyon, j'habite la banlieue, donc je n'ai même pas voté pour eux, mais j'observe leur travail, j'observe leurs décisions. D'accord? Et je vois bien comment, dans leur mode de gouvernance, leur mode de communication, leur mode de prise de décision, on n'est plus du tout dans le maire de droit divin qui décide seul, etc., avec 2-3 personnes autour de lui. Il délègue beaucoup, il fait confiance, et bien sûr, les enjeux sont clairs. D'accord?
Les enjeux sont extrêmement clairs. Il a dit on a 2 problèmes à Lyon, entre autres. Il donne un élément de sens. Il dit Lyon est une ville très polluée et on ne peut pas continuer à augmenter la pollution. Et Lyon est une ville qui subit la canicule de façon très intense chaque année et on ne peut pas continuer à augmenter la température. Vous voyez, rien que ces 2 enjeux, déjà, ça vous recadre les choses. Donc, il dit, à partir de ces 2 enjeux, et d'autres, bien sûr, nous allons mettre en place une politique qui va, il dit ça, végétaliser la ville. C'est-à-dire qu'il va amener du vert. Donc, forcément, il y aura globalement moins de béton et plus de verdure, et plus de vélos et moins de voitures. Ça, c'est prévisible par rapport aux enjeux. Mais la façon dont il le fait est très intéressante parce qu'il fait confiance au terrain et aux acteurs. Vous voyez ? Donc, on voit bien qu'il est déjà passé dans un monde du futur. Il n'est pas dans l'ancien monde. Je ne sais pas si ça va marcher parce que les résistances au changement sont énormes. C'est vrai que les commerçants, pour fermer la presqu'île piétonne, je ne vous dis pas à Lyon comment ça se passe. Mais ça, c'est un autre enjeu. Alors, si vous me voyez manger du chocolat, excusez-moi, c'est parce que je suis en hypoglycémie. Vous pouvez poser des questions pendant ce temps. Facile. Mais oui. Eh bien, moi aussi, Serge. Ah, merci Fabien. On va faire pareil, Avec effectivement, Serge. Écoutez, si quelqu'un en veut, je peux lui en faire passer par la fente de l'ordinateur. Cadeau. En plus, Non, il est ça marche excellent. pas, Serge. Il est excellent. Il y a de l'orange confite à l'intérieur. Oh, ça suffit, hein. Arrête. Et j'en ai aussi une autre, c'est avec de la menthe à l'intérieur. Bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est très bon quand même. Alors, évidemment, nous allons regarder le modèle des 3 étapes de l'équipe. D'accord ? Vous savez que chaque équipe, dans son modèle, peut être soit une collection d'individus, ça veut dire où chacun est centré sur son territoire, chacun est centré sur son métier, la direction financière, la DRH, la direction industrielle, la direction commerciale, la direction recherche et développement, la direction de la qualité, enfin bref, chacun est sur son métier, sur son territoire. Et ils appellent équipe de direction la juxtaposition des fonctions. Hein. Je crois que la majorité d'entre vous connaissez bien cela, parce que c'est valable aussi dans une équipe classique. Et la moindre réunion, quand on parle des finances, on s'adresse au directeur financier, pendant ce temps, les autres font leur mail. Quand on parle du commercial, c'est le directeur commercial, puis pendant ce temps, les autres font leur mail. Donc, le dirigeant communique, qu'on appelle en roue de bicyclette, c'est-à-dire il communique avec chacun. Mais évidemment, on est très loin de l'équipe solidaire ou de l'équipe performante. D'accord ? Parce que ce qui va être important, c'est la dimension solidaire au sens de la coopération entre les membres. Mais pour ça, il faut que j'accepte de comprendre l'autre. Et donc, il faut que j'accepte de me centrer sur le processus, la régulation et d'aider l'autre. La question, directeur industriel, que je dois me poser, moi, directeur commercial, c'est comment je peux t'aider, Robert ? Pas, t'es dans la merde, t'as qu'à régler tes problèmes tout seul. Et comment je peux t'aider ? Comment nous pouvons t'aider ? Comment nous pouvons te soutenir ? Et c'est là que c'est intéressant le travail de Will Schutz, qui dit, vous connaissez évidemment, qui dit une équipe solidaire, une équipe performante, c'est une équipe où chacun peut dire ses peurs et apporter du soutien, et recevoir du soutien. Vous voyez l'idée ? Et c'est exactement à cet endroit-là, c'est pour ça qu'on l'appelle solidaire. Parce que dire ses peurs, bon, c'est déjà pas facile, y compris pour le dirigeant. Mais si c'est pour me faire baltraper, c'est compliqué. Donc, je veux bien qu'on expérimente de dire mes besoins, mes peurs et mes demandes, mais c'est pour recevoir du soutien. Et c'est là que l'entrée dans l'altérité est intéressante. C'est là que la connaissance mutuelle est intéressante. C'est là que poser des enjeux est intéressant. Et c'est là, je le dis souvent aux dirigeants, c'est là que vous devez mettre des éléments d'évaluation. Si vous n'évaluez pas les membres de votre équipe sur le degré de coopération, eh bien, vous n'êtes pas là où on vous attend. Et bien sûr, l'équipe performante, on va sortir de la logique clanique pour entrer dans le développement de l'entreprise. Et c'est là, alors sur le plan identitaire, les équipes de direction qui comprennent ça, je peux vous dire, pouf, elles basculent. C'est-à-dire, chaque équipe de direction doit travailler sur sa vocation, c'est-à-dire sa raison d'être.
À quoi sert l'équipe de direction? Ça, vous ne devez, comment dire, je le dis en négatif, mais ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de poser cette question. À n'importe quelle équipe d'ailleurs. Mais à une équipe de direction, je peux vous dire, il y en a qui ne comprennent même pas la question. À quoi sert l'équipe de direction? On dit, je ne sais pas, ça sert à nous réunir et à que chacun parle de son territoire. Non, ce n'est pas ça l'équipe de direction. Et à ce moment-là, je leur raconte l'histoire, j'ai oublié l'entreprise, mais elle m'a beaucoup frappé, dans les années 90, 2000, même 2000. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette histoire. C'est ce dirigeant, il y a une fusion entre une entreprise française et une entreprise anglaise. Et c'est le dirigeant français qui va prendre le leadership sur l'entreprise nouvelle et il va voir l'entreprise anglaise. Et on lui présente l'ensemble du CODIR, bien sûr, et on lui dit, alors je le dis en français, on dit voici John Logan, vice-président de l'entreprise en charge du marketing. Voici monsieur Paul Douglas, vice-président de l'entreprise en charge de la direction industrielle, etc., etc. Ils sont tous vice-présidents en charge. Alors, il raconte, il dit, j'étais un peu surpris, parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'appelle en France, mais il revient dans son équipe en France et il leur explique ce qu'il a vu. La moitié de son CODIR explose de rire. Vous voyez ? En gros, tout le monde est vice-président. Mais lui, entre-temps, il avait fait le chemin de compréhension. C'est-à-dire qu'il avait compris que la fonction et le territoire étaient seconds par rapport au fait de diriger l'entreprise. Vous voyez ? Et ça change tout. Ça paraît rigolo comme ça, que tout le monde soit vice-président, mais c'était une façon de dire, vous êtes membre du CODIR, vous êtes d'abord membre du CODIR avant d'être directeur industriel. Et je me souviens, ça c'est une histoire vraie, je me souviens d'un dirigeant qui a dit à son directeur industriel, Robert, je ne sais pas si tu vas rester dans l'entreprise. Il dit, mais mes résultats sont excellents. Il dit, ce n'est pas la question. C'est que quand on débat des grands enjeux de l'entreprise, toi, tu te tais tout le temps. Or, on a besoin de ta voix. Il dit, oui, mais moi, j'ai rien à dire. Par contre, sur les sujets de la direction industrielle, j'ai beaucoup à dire. Il dit, tu n'as pas compris. Je veux que tu parles de RH. Je veux que tu parles de finance. Je veux que tu parles de clients. Et lui, toujours dans la collection d'individus, il dit, oui, mais ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon territoire. Il lui dit, et c'est pour ça que tu vas nous quitter, Robert. Que si tu ne changes pas, tu vas quitter l'entreprise. Et il ne comprenait pas. Au premier degré, il ne comprenait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'était pas là où on l'attendait. Ça m'évoque le système d'évaluation que tu nous avais expliqué de General Motors entre résultats et valeurs. Oui, entre autres. Ouais. Hein? Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les valeurs, c'est évidemment très important. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est là, ils doivent être dirigeants d'entreprise. C'est là qu'on va retrouver la dimension holomorphique. C'est-à-dire que je peux m'adresser à n'importe quelle personne du CODIR, il doit raisonner comme le dirigeant d'entreprise. Vous voyez ce que ça veut dire au niveau identitaire? Ça change tout. D'où l'intérêt de le mettre en lien avec le système d'évaluation. Bien sûr, bien sûr, c'est très important. Ouais. De toute façon, on le voit bien que dans la vision, la difficulté, c'est l'alignement des outils RH. D'accord? Dont font partie les systèmes d'évaluation. Ça va? C'est OK pour vous? Parfait. Alors, Oui, super. là, il y a un outil aussi que plusieurs d'entre vous connaissent, mais que j'utilise tout le temps avec les équipes de direction, c'est la dimension du chaos. D'accord? Puisque, évidemment, ce qui caractérise une équipe de direction, c'est qu'elle est en plein avec les enjeux de transformation, les enjeux du digital, la dimension multiculturelle, la dimension d'exemplarité, etc., etc. Donc, mais simplement, je leur apporte 2-3 choses sur, je les fais travailler, je les fais témoigner sur leur rapport à l'incertitude. D'accord ? Je ne vais pas développer là-dessus le rapport à l'incertitude, vous voyez à peu près ce qu'on vit en ce moment. Eh bien, sachez qu'il y a 1 an à la même époque, personne ne parlait du Covid. Personne n'en parlait dans le monde. Vous voyez où on en est 1 an après? Vous voyez, quand on parle de la certitude, ce n'est pas du tout un concept.
C'est une réalité. Bien sûr, les peurs, bien sûr, les imperfections. Rien ne se passe comme prévu. L'ambiguïté en permanence entre le court terme, moyen terme et long terme. Et comme sous stress, on régresse, et ben la plupart des équipes de direction régressent sous stress et se polarisent sur le court terme et l'opérationnel. Évidemment, elles veulent une chose et son contraire. Évidemment, elles provoquent le contraire de ce qu'elles voudraient. Et les niveaux de frustration sont très élevés entre ce qu'elles voudraient et ce qu'elles vivent. Vous voyez ? Et le plus difficile, c'est évidemment d'incarner le changement que l'on souhaite. Être le changement, comme dirait notre ami Gandhi. Et ce qui est aidant, c'est de les amener à deux endroits. C'est le sens et la co-création, c'est-à-dire le sens et la collectivité. Les deux voies d'une équipe de direction, c'est le sens. On dit toujours le sens, le lien, le sens, l'intelligence collective, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dans ce chaos et cette complexité, alors plus de sens, encore plus de sens, toujours plus de sens, et toujours plus de collectif, de délégation, d'autonomie, de simplicité. Vous voyez, on croit que c'est difficile, le chaos et la complexité. Non, parce que ça nous oblige à aller pur. Ça nous oblige à nous centrer non plus sur les jeux d'acteurs, mais sur le sens et le lien. Et donc, paradoxalement, c'est plus facile. Je ne sais pas ce que vous devez le faire, mais vous devez le faire ensemble. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec vos équipes, mais vous le faites avec vos équipes. Parce que, évidemment, vous l'avez compris, l'intelligence collective, c'est le contraire de l'homme providentiel ou la femme providentielle. Et d'ailleurs, c'est paradoxalement, c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que quelqu'un comme Sarkozy a échoué ou comme quelqu'un, merci mon Dieu, que Trump a échoué. Vous voyez ? Parce qu'il se vit trop dans l'ego comme homme providentiel, vous comprenez ? Mais aujourd'hui, ça ne marche plus, c'est trop complexe. Ah, alors, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, il est 19h52. Donc, je vais refaire une synthèse, ça vous va? Et puis après, je prendrai vos questions. OK? Ok, merci Serge. Alors, on a vu, on appelle équipe de direction au sens large, CODIR, COMEX, etc., conseil de surveillance, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis en charge de la transformation et de la culture. C'est ça qui est important. D'accord? C'est pour ça que vous posez la question. Qui est en charge de la culture? Et évidemment, il s'agit de transformer l'entreprise, l'organisation, parce que c'est un changement profond, un changement identitaire. C'est un changement sans retour. On ne reviendra plus aux entreprises tayloriennes du passé, c'est mort. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre 20 à 50 ans, mais ça sera l'exception. Il faut les aider parce que la pression est énorme. Et justement, elles ont cette responsabilité de vivre ce changement, de transformer l'entreprise, de transformer l'hôpital, de transformer la mairie, de transformer l'association. Et ce n'est pas si facile parce qu'il s'agit moins d'une transformation opérationnelle, le hard, qu'une transformation dans le soft. Les relations, les valeurs, etc. Voyez ? Alors, je vais vous donner les 2-3 éléments pour terminer du 21e siècle, de ces équipes. Ça vous paraît OK ? Oui. Je vais enlever le partage. OK ? Oui. Comme ça, je vous retrouverai. Super, vous êtes là toujours. Tout le monde n'est pas parti. Alors, la première valeur du 21e siècle, du futur, c'est l'empathie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rifkin, Jeremy Rifkin. Lisez son nom, ses bouquins, c'est vraiment intéressant, Rifkin.
Les entreprises qui s'en sortiront, c'est celles qui seront empathiques avec leurs clients, leur marché, le monde, les gens, les équipes, les gens en difficulté. Vous voyez ? La deuxième valeur, c'est la bienveillance. D'accord ? Veiller au bien, veiller aux personnes, veiller aux valeurs, veiller à la culture, veiller à l'intelligence collective, donner des signes de reconnaissance positifs, veiller à la qualité des relations, veiller au bien du monde. Je dois être contributif pour le monde. Si je veux être en phase avec mon marché, mon empathie, mes clients, mes nouveaux clients, mes parties prenantes, etc., je dois être en phase en étant bienveillant. D'accord ? Donc la relation gagnant-perdant avec les fournisseurs, c'est terminé. D'accord ? C'est une impasse. Or, ça change tellement vite qu'il vaut mieux, il vaut mieux se positionner dans les valeurs du futur, parce que comme l'incertitude est la règle, eh bien, ce qui va m'arriver dans 3 ans, j'en sais rien, mais à ce moment-là, il vaudra mieux être en alliance avec mes fournisseurs. Vous comprenez ? Nous sommes ravis aujourd'hui, à JBS, on est modeste, mais on a tissé des liens de partenariat avec nos 4 lieux où nous faisons nos séminaires. Saint-Joseph, pour ceux qui connaissent, les Hautanes, Yenne, bien sûr, en Savoie, et j'oublie le 4e, évidemment. Râtelier. Au râtelier, voilà, merci, excuse-moi, merci Fabien. On a tissé des liens de confiance, ce qui veut dire que là, on s'appelait et on se mettait d'accord pour que chacun faisait de l'énergie, mettait son énergie pour que ça se passe au mieux pour l'autre. Vous voyez ? Et par exemple, on a payé des choses d'avance. On les a payées, chaque fois qu'on faisait un séminaire, on les payait immédiatement. Le jour même, ils recevaient le virement ou la facture, vous voyez, pour les aider dans leur trésorerie. Et eux, en ce moment, ils sont en train de regarder comment nous faciliter les choses. On peut quand même vous accueillir dans le cadre de la loi. On va faire venir des plateaux repas, on va vous mettre une salle à distance pour ne pas faire de restauration, etc. Vous voyez, je ne sais pas si ça va se faire, mais on est en alliance. Par contre, si on avait été des mauvais payeurs, on avait gueulé tout le temps, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui levait le petit doigt pour nous aider dans la situation. C'est ça, parce que personne ne pouvait prévoir le Covid. Ça vous paraît clair ? Très. Alors, un des éléments clés, je l'ai dit tout à l'heure sur la confiance, mais sur les métavaleurs, là, il faut vraiment que chacun, en termes de compétences, monte de niveau. Ce n'est pas facile, moi-même j'ai eu beaucoup de mal. L'autonomie, la responsabilité, la confiance, c'est des métavaleurs. On ne les traite pas comme on traite un objectif opérationnel. Vous savez qu'il y a un minimum, il y en a pour 1 à 5 ans de travail. Donc si les gens disent, nous voulons développer la confiance, l'autonomie, la responsabilité, la première question c'est pourquoi ? Pourquoi d'un coup vous levez le matin en disant plus d'autonomie. La deuxième question c'est combien de temps vous vous donnez ? Et s'ils vous disent 2 jours, vous dites ça risque d'être un peu court quand même. Alors, un des axes qui est très fort et sur lequel je travaille beaucoup avec mes codires, c'est la transparence et l'éthique. Vous allez me dire pourquoi tu l'associes, c'est la même chose. D'accord ? C'est-à-dire que la notion, aujourd'hui, l'information est partout, donc on ne peut pas la garder comme étant un élément du pouvoir. Si on veut des entreprises libérées ou libérantes, si on veut de la confiance, si on veut de l'autonomie, de la responsabilité, il faut avoir accès à tout 100% de l'information. Je dis bien 100%, pas 99,99. Il se peut qu'il y ait 1 ou 2 informations stratégiques qui soient différées. Tel produit va sortir le tel dent, ou bien tel client, on ne l'a pas encore, etc. C'est à la marge. C'est stratégique, mais c'est à la marge, en termes de quantité d'informations. D'accord ? Donc, moi, je me souviens d'une entreprise où ils ont mis des ordinateurs partout. Il y a le bilan de l'entreprise, il y a les tableaux de bord, et tout le monde dans les ateliers, partout, ont accès à ça. Vous voyez, c'est plus du tout secret. Et l'éthique, alors l'éthique, c'est vraiment la clé, c'est-à-dire, comme fondamentalement, ce qui va se jouer, c'est l'exemplarité et l'excellence. Donc, on va sortir d'une croyance qui est une croyance, on va dire, malveillante ou négative, c'est la fin justifie les moyens. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas vrai. D'accord ?
Sinon, ça donne des avalanches, etc. Donc, tous les comportements ne sont pas acceptés, et notamment les comportements de la direction. Ça, ce n'est pas acceptable. Et notamment, les grands apports que je fais et que les gens découvrent, hein, c'est qu'ils sont fantasmés, ils sont projetés. Les gens les regardent en permanence. Il n'y a qu'à regarder nous, on passe notre temps à regarder le gouvernement et Emmanuel Macron. Tous les jours, les gens regardent Emmanuel Macron, le gouvernement. Enfin, les gens, les journalistes, une majorité, pour savoir. Mais on n'est pas obligé. On n'en a pas vraiment besoin pour vivre. Mais il y a un rapport à l'autorité qui est complètement inconscient, qui est que nous regardons les figures d'autorité pour voir comment elles nous guident et comment, si elles ont un comportement exemplaire, si elles sont cohérentes, etc. Moi, ce qui m'aide beaucoup en ce moment par rapport au Covid, c'est de savoir que nous avons le choix qu'entre des incohérences et pas du tout entre de la cohérence et de l'incohérence. Du coup, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux. Mais par exemple, si on se centre sur l'exemplarité et l'excellence, alors ça veut dire que c'est le contraire de la perfection. Donc la notion de perfection n'est pas du tout une valeur du futur. Puisque c'est le contraire de l'excellence et c'est le contraire de l'exemplarité. Ce que nous avons besoin, c'est des dirigeants et des membres du CODIR exemplaires, honnêtes et sincères, mais pas forcément parfaits, parce que tout le monde est en chemin. On ne peut pas partir de Lyon pour aller à Paris et y être dans la minute. Ce n'est pas possible. Donc, il faut permettre à ces équipes et à ces personnes, parce qu'on est dans le domaine du vivant, de l'organique, de faire ce chemin-là. Ça va prendre du temps, ça peut prendre des années. Mais la confiance se fait sur le fait que les personnes sont honnêtes et sincères et qu'elles font de leur mieux. Ça vous paraît clair? Voilà. Je n'ai pas plus à vous dire. Peut-être dire quelque chose au fond, puisque nous sommes fondamentalement tournés vers l'humanisation, c'est mettre l'essentiel au cœur de l'important. C'est ça l'idée. Si on devait encapsuler l'ensemble du rôle, de la mission, de la vocation d'une équipe de direction, c'est mettre l'essentiel au cœur de l'important. Voilà, je ne vais pas plus loin. On pourrait dire énormément de choses, mais il y a encore, on va prendre 10 minutes pour des questions. Serge, j'ai une question du coup, c'est Catherine. Oui. Je reviens à l'exemple que tu as partagé là sur Rennes. Oui. Moi, ce qui m'a posé question au départ quand tu as dit vous y allez ou vous n'y allez pas, c'est pourquoi tant d'urgence pour une problématique qui est finalement, je dirais, assez classique dans un comité de direction. Et qu'est-ce qui fait que toi, en tant que coach, tu as dit j'y vais un peu à l'arrache, sans préparation, enfin avec très très peu de préparation, juste ce temps d'échange avec le dirigeant. Moi, ce sentiment d'urgence m'aurait perturbé quand même dans ma réponse et dans mon choix d'y aller ou pas. Oui, tu as raison. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que, évidemment, dans notre rôle, le rapport à l'urgence est relatif. D'accord ? Et peut-être que, en temps normal, hein, c'est Malarevich qui m'avait appris ça quand je me formais avec lui, qui m'avait dit quand un client te dit c'est vraiment très urgent, prends ton agenda et décale-le 3 semaines. D'accord ? C'est-à-dire que là où tu aurais donné un rendez-vous dans 15 jours, à lui particulièrement, tu lui donnes dans 3 ou 4 semaines. Oui. Alors, simplement, d'abord, c'est une situation exceptionnelle. Hein, objectivement, j'en parle parce que ça m'a mis en pression. Et là, je me suis testé en disant, est-ce que dans ces situations-là, tu es capable d'amener quelque chose? Et ce qui a fait que j'ai dit oui, c'est pas pour me challenger moi, c'est parce qu'ils se voyaient le lendemain, ils y étaient. Tu vois? Et donc, c'est une logique d'acupuncteur, c'est-à-dire comment dire, planter l'aiguille au moment où il faut la planter. Et comme le DRH m'a dit, c'est vraiment, il y a beaucoup de conflits, ils sont en tension, etc., alors il vaut mieux venir avant que tout n'explose. C'est ça que je me suis dit, tu vois. Mais peut-être ça n'aurait pas explosé. Mais voilà, c'était l'idée d'aider au moment où ça faisait vraiment le sens. Mais tu as raison, j'aurais pu dire non. Et il y a des fois, ça a été différé et c'était bien aussi. C'est OK, Catherine? OK, merci Serge. Oui, Anne-Sophie? Oui, j'ai une question justement par rapport à cette journée aussi qui m'est venue en tête. Moi, j'aurais mis quel dirigeant au pluriel, tu sais, pour la phase 3. Qu'est-ce que ça aurait changé ou qu'est-ce que ça, justement, ça aurait cassé dans la dynamique si on s'était posé la question
Notamment, tu sais, quand tu dis qu'on est tous vice-présidents, quelque part, on est tous Bien sûr. responsables de… Ouais. Donc, est-ce que ça aurait changé et à côté de quoi je serais passée si j'avais mis quel dirigeant au pluriel? Alors, oui, je comprends ce que tu dis, mais moi, le premier diagnostic que je fais, c'est le chapeau mexicain, tu vois. C'est-à-dire les deux cercles où il y a la zone du membership et la zone du leadership. Mhm. Or là, avec cette équipe-là, très clairement, le président est dans la zone du leadership et les directeurs sont dans la zone du membership. Tu vois, ça, c'est la première chose. Donc, forcément, je ne vais pas agir de la même façon, puisque même si tu es vice-président et quand même, chaque directeur avait des centaines de personnes sous ses ordres, tu vois, sous ses responsabilités. Donc, chacun aurait pu être même lui-même, avait son propre codir, tu vois. Donc, là, il se trouve que c'était le codir de l'entreprise. Mais là où tu as raison, c'est que chacun est aussi dirigeant. Tu vois. Simplement, la dimension qu'on pourrait dire réelle de ce qui est fantasmé est première. Parce que je voyais bien que certains se vivaient comme des petits garçons, tu vois, par rapport au président. Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient dirigeants qu'ils étaient à parité avec le dirigeant. Tu comprends l'idée? Et de toute façon, ce que je percevais comme symptôme de cette équipe, c'est que justement, ils n'étaient pas à parité, et justement, ils n'étaient pas vice-présidents en charge, tu vois, et qu'ils avaient à faire le chemin. Ils n'y étaient pas du tout. Donc, je pars toujours de là où ils sont pour les accompagner là où ils veulent aller. Et donc, c'est pour ça que j'ai remis, entre guillemets, l'église au milieu du village. Les enjeux, le modèle d'équipe, le dirigeant et les members. Ça te paraît clair? Ouais, ce que je comprends, c'est que c'est pas un modèle que tu copies-coller, qu'on peut copier-coller, en fait. Ah non, il y a des C'était codires, propre bien plus avancés que ça. juste à cette expérience. Okay. Là, je travaille avec un codir, ils ont dans la prise de décision, il y a deux critères qui sont très forts hein, qui montrent le changement. C'est la gouvernance et la prise de décision. Enfin, la gouvernance et la prise de décision, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Donc, c'est les deux facteurs clés qui fait qu'on passe d'une entreprise classique à une entreprise libérée, par exemple. Tu vois? Donc là, l'équipe avec laquelle je travaille, pour eux, ils sont en gouvernance largement autonome. Tu vois, 80% des décisions du CODIR, elles sont prises sans le patron, sans le dirigeant. Tu vois, tellement il n'y a pas besoin. Ils ont la vision, ils ont la régulation, ils ont le sens, ils ont les enjeux, ils ont l'habitude et tout ça. C'est très, très fluide. Mais ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur ce modèle-là. Ok. Une dernière question ou deux dernières questions? Ouais. J'avais une question, Sophie. Comment tu les as fait travailler, enfin si tu les as fait travailler sur le être OK dans le chaos? Je ne te vois pas, Sophie. Alors, ouais, je suis dans le noir, pardon. Ah, pourquoi? Voilà pourquoi tu ne me vois pas. Oui, je me demandais si tu les avais fait travailler sur le chaos management et comment tu les avais fait travailler sur être OK dans le chaos. Je ne les ai pas spécifiquement fait travailler, mais notre travail consiste à faire un diagnostic de la situation. Je ne parle pas du diagnostic des personnes, hein, ça n'a rien à voir. Je parle du diagnostic de la situation. Et bien sûr, à partir des infos que j'avais et du dialogue dans l'inclusion qu'on a eu le matin, ils m'ont dit, Monsieur Eskenazi, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous nous voyez? Et je leur ai dit, ben, évidemment, vous êtes dans le chaos et la complexité, et ça se joue à 3 endroits, l'ambivalence, la capacité de changement et la perfection et les peurs. Tu vois, ça se joue c'est de ça dont vous témoignez. Donc après, je leur ai présenté l'outil, et quand on a travaillé sur l'identité d'un codir, l'identité d'une équipe de direction, j'ai fait quand même plusieurs apports, notamment les 3 étapes de l'équipe, être OK dans le chaos et le modèle ICO. D'accord. Merci. C'est très important que le coach fasse monter en conscience et fasse monter en culture. Et pour faire monter en culture, il faut quand même faire 2-3 apports, ce qui n'est pas du conseil. D'accord? C'est au contraire, c'est pour générer de l'autonomie. Par exemple, tous les gens qui me connaissent savent que je travaille beaucoup avec les 3 étapes de l'équipe. OK?
Et quand j'ai accompagné un directeur général il y a 2-3 ans, qui avait comme enjeu de devenir le futur président, et donc il a souhaité, le DRH je l'avais conseillé aussi, d'être coaché en attendant qu'il devienne le futur président pour qu'il vive la transition. Ça devait durer 1 an et demi et ce n'était pas sûr qu'il soit élu parce que la ministre devait aussi donner son feu vert, etc. Donc il avait 1 an et demi à passer comme vice-président, directeur adjoint, enfin président adjoint, et avant 2. Et donc, il a voulu être coaché pendant cette période pour pouvoir être là où on l'attend, toujours. Je lui ai fait un seul apport, les 3 étapes de l'équipe. Et je lui ai dit, pourquoi je vous fais cet apport-là? Parce que toutes les situations qui vont se présenter à vous, vous aurez 3 choix. Vous pouvez décider seul, vous pouvez mobiliser votre collectif, ou au contraire, vous pouvez déléguer en étant centré sur les valeurs, le sens et les enjeux. Mais c'est vous qui décidez, vous aurez tout le temps 3 choix. Et à vous de choisir où vous mettez le curseur à l'instant T. Là, je décide, là, on décide ensemble, là, vous décidez sans moi. Vous voyez le truc? Et bien, à la fin du coaching, il a dit, je retiens une seule chose du coaching, j'ai toujours 3 choix. Voilà, le coaching était terminé, c'était fini. Parce qu'il avait introjecté le modèle sur le fait que, quoi qu'il se passe pour lui, en tant que dirigeant, il avait toujours 3 choix. Mais ce n'est pas le même monde. Ça vous paraît clair? Est-ce qu'on connaît la fin de l'histoire? Alors, la fin de l'histoire, il n'est pas devenu président. La ministre de l'époque a mis son veto et c'est une autre personne qui est devenue président. Et le jugement que je porte, c'est que c'est moins bien pour l'entreprise. Parce que lui était porteur des valeurs, il était porteur des valeurs même du futur. Intelligence collective, bienveillance, ses équipes l'adoraient, etc. Et c'est toujours un peu arbitraire de dire ça, mais je pense que l'entreprise a fait une erreur. Après, je ne suis plus l'entreprise, tu sais, c'est une grosse entreprise, moitié État, moitié privé, donc je ne lis pas dans les journaux tous les matins ce qu'elle devient. Mais c'est clair que les échos que j'ai eus, c'est que c'est moins bien. Et notamment parce qu'il avait construit la vision avec l'ensemble de l'entreprise. D'accord ? Donc, du coup, il était porteur de cette vision. Et l'autre est arrivé, il a vu les valeurs, il a dit « je ne me reconnais pas dans ces valeurs, pour moi, il y en a 3 de valeurs », et il a nommé 3 valeurs. Donc, il a invalidé tout le travail d'intelligence collective. Donc, les gens se sont démotivés et ne lui ont pas fait confiance, a priori. On dit quelqu'un qui arrive comme ça, qui balaye un travail de 2 ans, on ne peut pas lui faire confiance, a priori. Donc, voilà, ça, c'est la vie du vivant, c'est la vie des entreprises, c'est la vie des êtres humains, c'est la vie des hommes et des femmes d'entreprise. Ça arrive tout le temps, tu vois. L'entreprise est une aventure. On prend la dernière question ou du feedback, comme vous voulez. Je veux bien. Moi, j'ai une question, Serge. Oui. L'ensemble des valeurs que tu as partagées, alors pas des valeurs, mais les points pour toi du 3e millénaire, oui. Est-ce que dans l'excellence, tu y mets aussi l'excellence opérationnelle ou la performance de l'entreprise dans ça? Sinon, effectivement, pour moi, il y a énormément de choses d'un point de vue exemplarité, transparence, veiller au bien, j'aime l'empathie, mais j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans l'excellence où j'y aurais mis de la performance ou quelque chose comme ça ou pas, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, l'excellence opérationnelle, c'est très important. Ok. C'est très important. Simplement, l'excellence opérationnelle, c'est une conséquence. Ce n'est pas un objectif ni un but. C'est une conséquence. Ça te paraît clair? Oui, ça me paraît clair. C'est parce que tout le monde est mobilisé à 400%, tête, cœur, corps, parents, adultes, enfants, que l'excellence opérationnelle peut avoir lieu. Sinon, c'est de l'incantation. Ok. Tu vois, c'est une conséquence. Ok. Voilà, les amis. Bah, écoutez, en tous les cas, de notre contrat, je ne peux pas aller plus loin. Si vous en êtes d'accord, ceux qui le souhaitent, on peut rester un peu quelques minutes et puis je vous parle un peu de la formation pour ceux qui le souhaitent. Ça va? Merci Serge. Merci. J'ai une question. Les slides de ta présentation, tu nous les envoies? Comment ça se passe? On peut en avoir oui, je peux demander à Sandrine? À Sandrine de les envoyer. Je n'y ai pas pensé, mais tu as raison. Ah, super. Merci beaucoup, Serge. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonsoir, Serge. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'avoir été là. Salut à tous. C'est super. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à chacun. Merci. Serge, je te fais un gros bisou. Moi aussi, Eva. Écoute, porte-toi bien. À bientôt.
Ciao. Moi aussi, gros bisous, Serge. Bonne Merci. continuation. Au Merci, plaisir de te merci. C'est vraiment Salut. sympa d'être venu, de partager nos passions, de partager nos pratiques. C'est vraiment sympa. Merci Serge, à bientôt. Merci. Au revoir, Serge. Bonsoir. Et Bonsoir, bonsoir. Frédéric, on se voit bientôt. Hein. Bonsoir et merci. Merci, merci. Et merci pour vos petits commentaires. Il y a quelqu'un, il y a Anna qui met « J'aurais adoré parler de la formation, mais je dois retrouver mon fils qui a faim. » Excellent. Ah oui, vous voyez. Hein. Bon, et ben, tout ça, très bien. Alors d'abord, je vais arrêter l'enregistrement, excusez-moi.